La semaine dernière, Marcel Effon a essayé d'entretenir les téléspectateurs, partager avec eux quelques outils pour franchir la deuxième étape vers le changement. Mais aujourd'hui, en quoi consiste la troisième étape? C'est ce dont on va parler avec lui, Marcel. Bonsoir. Bonsoir Heureuse, comment allez-vous? Merci d'être là, je vais bien. Et vous? Super bien. N'est-ce pas? Alors, la troisième étape. Absolument, avant d'aborder la troisième étape, Oui. je voudrais quand même faire Un petit rappel et également un coucou à l'endroit des téléspectateurs qui n'arrêtent alors de nous motiver, n'est-ce pas, à travers leurs messages, leurs questions, leurs bousculades, à comprendre davantage sur le processus du changement. Le sujet a toute son importance. Absolument. Donc jusque-là, on a travaillé avec les téléspectateurs qui sont tout le temps à ce rendez-vous sur les premières et les deuxièmes étapes qui conduisent vers un vrai changement. On avait parlé déjà de comment est-ce qu'il faut prendre de bonnes nouvelles décisions. Et naturellement, la première étape, la deuxième qui consistait bien sûr à trouver des éléments de motivation qui sont par exemple rechercher par exemple la douleur qu'on associe au comportement mauvais qu'on a eu jusque-là et retrouver par exemple la joie lorsque on est en train de faire la nouvelle chose qu'on a bien envie de faire, quand bien même ce n'est pas facile. Aujourd'hui, nous allons passer à la troisième étape, absolument en abordant comment abandonner ces modèles limitatifs. Comment abandonner ces modèles limitatifs? Absolument. Naturellement, lorsque vous avez envie de changer, lorsque vous avez envie de produire davantage de résultats ou d'être une nouvelle personne dans n'importe quel domaine de la vie, on a toujours des modèles limitatifs, c'est-à-dire les comportements, les attitudes, les circonstances, les environnements qui nous ont favorisé ou qui ont favorisé le comportement précédent jusque-là. Naturellement, si vous voulez avoir de nouveaux résultats, il faut savoir quand même abandonner tout cela et poser de nouveaux actes, avoir de nouveaux comportements, avoir de nouvelles attitudes, penser autrement pour avoir un nouveau résultat. Donc la troisième étape dans le processus du changement consiste pour nous aujourd'hui à aborder comment est-ce qu'il faut abandonner les modèles limitatifs. Je vais vous donner un exemple tout simple. Si vous avez observé une fois par exemple dans une chambre noire où vous avez fermé votre porte, ce qui se passe tout de suite lorsqu'il y a des mouches, les mouches se dirigent vers les fenêtres. Tout à fait. Elles recherchent là où il y a la lumière. Mais quand ces mouches-là se rendent vers ces fenêtres-là, parfois, quand les fenêtres sont en acco, les mouches ont envie de sortir, mais se cognent à ces nacos-là. Je ne sais pas si vous avez observé cette scène-là une fois dans votre chambre. Alors, exactement, c'est ce qui se passe avec les hommes. Lorsque vous vous retrouvez dans une circonstance et vous avez envie de changer, parce que ce qui nous amène naturellement à changer, c'est parce que nous ne sommes pas contents des résultats que nous produisons. Nous ne sommes pas contents de la personne que nous sommes devenus. Nous ne sommes pas contents peut-être de la performance que nous avons développée ou des attitudes que nous avons. Alors du coup, ça devient la chambre noire. Mais on a envie quand même d'abandonner tout ça. On a envie de faire autre chose. Mais il se fait qu'on rue vers ce qu'il faut faire à nouveau, mais on se rend compte qu'on a fait les mêmes choses, mais on désire avoir le même résultat. Donc les mêmes comportements devront produire les mêmes effets jusqu'à ce que vous changez. Alors, je demande aux gens de commencer à s'observer. Si quelqu'un dit « je suis plus content de mes résultats », que la personne commence à s'observer pour voir au réveil comment est-ce qu'il se réveille. Quand il se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des gens qui me disent « j'ai envie par exemple d'être à l'heure au boulot ». Le retard par exemple c'est un problème pour ma carrière. Mon chef m'a tout le temps dit que tant que je ne vais pas arrêter par exemple d'aller au boulot en retard, mes collaborateurs ne pourront pas alors prendre le risque de commencer à venir au boulot à l'heure. Donc, tout le temps, quand nous sommes au CODI, mon patron me fait cette observation-là, mais il faut que ton équipe change. Les gens viennent tout le temps en retard. Il faut que ton équipe change. Mais sincèrement, je ne sais pas comment m'y prendre. Alors, à moi de poser la question à cette personne, mais comment est-ce que ta matinée se déroule? Avant que, par exemple, tu ne... Il faut commencer par là. Oui, il faut commencer par là, parce que tu ne peux pas continuer. Lorsque tu te réveilles de ton lit, le premier réflexe, à prendre ton téléphone, à aller sur WhatsApp, à lire tout ce que les gens ont passé tout leur temps à envoyer la nuit, passer 1 heure de temps sur ton WhatsApp, et c'est quand, par exemple, tu regardes ta montre et tu vois que tu te retrouves à 7h30, que tu sautes dans la douche. Il n'y a pas de raison miraculeuse que tu te retrouves dans ton bureau à l'heure. Donc, moi, je pose la question aux gens, depuis que tu as décidé alors d'être à l'heure au boulot, qu'est-ce que tu as changé? Et on se rend compte généralement que les gens n'ont pas pris conscience de ce qu'ils doivent changer leur comportement dès qu'ils se réveillent de leur lit. Et mieux, il faut repartir de la veille. Parce que lorsque on a tout le temps dit sur ce plateau, lorsque tu te comportes de la même manière pour aller au lit, alors il n'y a pas de résultat différent au réveil.
tu vas te réveiller avec beaucoup de fatigue, avec beaucoup de peine. Et tu te fait. poses la question, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Ce qui se passe, c'est que tu n'as pas changé alors tes comportements pour te préparer à rentrer dans un sommeil réparateur et à pouvoir te lever avec facilité. Donc, la troisième étape consiste, lorsque vous voulez changer, à commencer à s'observer. Est-ce que j'ai changé de comportement? Vous voulez par exemple ne plus aller à la troisième bouteille de bière. Ok, il n'y a pas de problème parce que la troisième bouteille de bière vous pose problème. Quand vous prenez la troisième bouteille, par exemple, vous ne contrôlez plus vos comportements, vous ne contrôlez plus peut-être ce qui se passe à la suite. Il y en a quand ils passent à la troisième, à la quatrième, tout l'argent qu'ils ont, ils le dépensent dans cette buvette ou dans ce bar ou dans cet hôtel, je ne sais où. Mais ils se disent, oui, pour que je produise du résultat, pour que je ne dépense plus mon argent comme je le dépensais, alors je veux m'arrêter à la deuxième bouteille ou à la première, ou peut-être ne plus en prendre pas du tout. Oui. Mais quelles sont les dispositions que tu as mises en place pour ne plus te retrouver alors dans des conditions qui t'amènent à le prendre? Ça. Si c'est en passant un coup de fil à un ami qui avait l'habitude d'avoir ce comportement avec toi à la fin de la journée, alors il faut que tu te poses la question pour dire, est-ce que je l'appelle ce soir ou je ne l'appelle pas? Ou alors, quand il va m'appeler, est-ce que je me suis préparé quand même à répondre négativement ou à trouver des moyens pour que nous ne nous retrouvons pas ensemble? Quand nous allons nous retrouver ensemble, il n'y a pas de raison qu'on ne se conduise pas à l'endroit habituel. Tout à fait. Donc, retrouver alors des modèles limitatifs. On ne peut pas continuer à faire la même chose et désirer avoir un résultat différent. Et si vous observez généralement des gens qui changent, c'est des gens qui font catégoriquement de nouvelles choses, mais des choses différentes. Quelqu'un qui commence à parler autrement, quelqu'un qui commence à réfléchir autrement, ou quelqu'un qui commence alors à changer les environnements dans lesquels cette personne vit, attendez quelques bouts de temps, ces résultats vont changer en bien ou en mal. Tout dépend des nouvelles choses que vous faites qui impactent les résultats que vous ne pouvez pas faire la même chose et décider d'avoir un résultat différent. Si vous avez une boutique que vous ne vendez pas, je vous mets au défi. Si vous venez vous asseoir et vous attendez les clients, après cette émission, alors commencez à sortir, à poser la question aux gens. Qu'est-ce qui ferait que tu viendrais acheter chez moi plutôt que d'aller chez le voisin? Vous allez voir, les gens vont vous dire des choses que vous n'avez jamais entendues. Oui. Et peut-être ça va vous amener alors à changer de comportement, à réorganiser vos articles ou à acheter carrément d'autres choses que vous n'aviez pas l'habitude de vendre. Mais nous sommes là et parfois les gens s'en vont chercher, pourquoi pas des pouvoirs mystiques pour attirer les gens vers eux. Parfois c'est faux. Parce que ce qui fait que les gens vont venir vers vous, c'est ce que vous leur offrez. C'est les conditions que vous leur créez. Mais vous ne pouvez pas continuer à offrir les mêmes choses, à créer les mêmes conditions et vouloir que des gens viennent davantage. Il faut se poser la question, alors, qu'est-ce que le nouveau résultat que je veux me demande en termes d'action, en termes de comportement, en termes d'état d'esprit? On a dit plusieurs fois à travers les émissions que nous avons faites ici que les gens réussissent à partir des questions qu'ils se posent à eux-mêmes. Face à une situation, il suffit que tu te poses la question, en quoi moi je suis responsable de cette situation? Et tu vas voir que tu vas commencer à te poser d'autres questions qui consistent à aller chercher des solutions parce que tu as décidé d'être le responsable, parce que tu as reconnu la situation. Tu t'es dit que ce qui se passe est quelque chose qui devrait se passer ou qui s'est déjà passé dans le passé. Alors quand on en arrive là, qu'est-ce qu'on fait? Quelle attitude on adopte? Quelqu'un d'autre peut se dire, mais écoutez, ce qui se passe là, moi je ne suis pas responsable de ça. Heureusement, tout le monde a vu hier que j'ai fait ce que je devrais faire. Et celui qui se met alors à se poser ces questions ou à avoir ce raisonnement, ça part de l'état d'esprit, ça part du questionnement. Alors cette personne ne peut jamais avoir les mêmes résultats comme celui qui a décidé de prendre le contrôle de la situation, d'aller chercher des solutions et qui apprend d'ailleurs à pardonner à ceux qui pouvaient contribuer à cette situation défavorable. Donc, tout dépend de quelle attitude nous adoptons au point de vue pratique, mais également à partir des questions que nous nous posons et l'état d'esprit que nous adoptons face aux situations que nous vivons. Et quand vous venez à cette étape, effectivement, et que vous commencez à faire cet exercice, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas facile au départ parce que tu as bien envie de penser positif, mais le négatif vient. Mais c'est ça, d'ailleurs, qui te montre en réalité que tu étais sur la mauvaise pente. Il faut continuer, il faut répéter, il faut essayer, il faut ressasser alors cette mauvaise manière de penser, cette mauvaise manière de se poser des questions jusqu'à ce que tu comprennes en réalité que tu te retrouves à un niveau où maintenant tu as le contrôle. Mais si tu ne changes pas ou si tu n'observes pas ces choses-là, tu vas continuer à aller vers la routine. N'oubliez pas, ce que vous faites avec beaucoup de facilité, c'est ce que vous avez répété dans le temps. Et on a démontré que nous avons plus de 28 milliards de neurones qui conditionnent notre cerveau et notre cerveau, à son tour, alors utilise les organes, les membres que nous avons pour que nous produisions du résultat. Et si vous changez la manière dont vous pensez, si vous changez la manière dont vous agissez, au début, ce n'est pas facile. Mais à force de répéter, vous allez créer de nouvelles voies, vous allez agrandir ces nouvelles voies. Et plus tard,
comme ça a été plus facile pour vous de faire des choses négatives, vous allez commencer plus facilement à faire des choses bien. Donc, on ne peut pas décider de ça. Il faut s'observer. Il faut s'observer, mais il faut en faire vraiment un projet. Il faut demander aux gens qui sont autour de vous de bien vouloir être vos gardiens, des gens qui vous observent, vos comptables, à qui vous rendez compte que vous voulez changer sur telle attitude. Et quand vous serez en train de faire, que vous ayez l'amabilité alors d'écouter ce que ces gens-là vous disent. Parce qu'à partir de ce moment, ces gens-là deviennent votre reflet, deviennent alors votre miroir. C'est eux qui alors vous font un retour de ce que vous y êtes ou vous n'y êtes pas. Et n'hésitez pas à changer de comportement. Changer de comportement, changer d'état d'esprit, changer les questions que vous vous posez, changer les environnements dans lesquels vous vous retrouvez. Parfois même, changer complètement votre personne, changer votre vie. Si vous décidez d'avoir un nouveau résultat, vous devez changer. Et tant que vous n'allez pas changer, vous n'allez pas avoir de nouveaux résultats jusqu'à ce que vous compreniez en réalité que ça demande de vous des choses meilleures et des choses bien sûr limitatives par rapport à ce que vous avez fait jusque-là. Mais est-ce que déjà dans votre entreprise, la hiérarchie ou votre autorité, votre supérieur hiérarchique peut initier de telles choses, prendre des renseignements auprès des collaborateurs, envoyer du genre des questions à choix multiples pour comprendre un peu le comportement de chaque collaborateur? C'est sûr que ça va impacter positivement l'entreprise. Oui, évidemment, c'est facile de le dire. N'est-ce pas? C'est facile de le dire parce que quand on parle du changement, les gens ont envie de changer. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui ont payé de leur propre échiquier l'argent qu'il faut pour changer. Mais lorsque nous y sommes et qu'il faut poser des actes, il faut agir autrement, il faut penser autrement, eux-mêmes, ils ont démissionné. Parce que c'est ça même le problème. Dans un contrat tripartite, lorsque vous êtes une entreprise et vous voulez changer un collaborateur, moi, je demande à ce que le collaborateur fasse alors de cet engagement un engagement personnel. Parce que le chef d'entreprise veut bien que le résultat change. Mais pour que le résultat change, il faut que des hommes se comportent autrement. Lorsque je fais un contrat avec le chef d'entreprise qui dit « je veux que les résultats changent », c'est une bonne chose, première chose, mais il faut que je puisse être en contact avec les gens qui doivent poser des actes, qui doivent changer de comportement, qui doivent changer de manière de penser, d'agir pour qu'on puisse avoir le résultat. Et c'est là, c'est un peu compliqué. Le propriétaire veut que ça change, mais ceux qui doivent agir ne sont pas conscients de ce qu'il faut que ça change. Donc moi, je dis le changement dans une entreprise devrait être un projet. Un projet qu'on met en place où on travaille avec les parties prenantes, que ce soit le chef d'entreprise, les collaborateurs, les clients, même le gardien qui est à l'entrée. Parce que le gardien fait le patron et fait perdre du temps aux clients, au personnel, alors qu'en gros, là-bas, on a dit chaque minute perdue est de l'argent perdu. Mais puisqu'on ne l'a pas impliqué dans ce projet de changement, il continue de se comporter de la même manière qu'il se comportait avant. Alors, il doit changer de comportement. Il doit savoir que chaque minute, désormais, compte dans l'entreprise, mais il faut pouvoir l'intégrer dans le projet de changement. Et généralement, lorsque toutes les parties prenantes sont intégrées dans un projet de changement comme celui-là, chacun commence à identifier alors ces modèles limitatifs, à opérer sur ces modèles limitatifs jusqu'à ce que le changement devienne une réalité pour l'entreprise, d'abord pour les individus. Donc c'est beaucoup plus complexe le changement dans des organisations, dans des équipes, que ce que nous pensons généralement. Parfois on veut utiliser le pouvoir lié à son titre de chef, de patron, pour pouvoir changer les autres, comme tout le monde le sait, ça ne marche toujours pas. Les résultats sont là, les gens veulent changer. Le changement doit d'abord être individuel. Individuel, doit être considéré comme un projet qui concerne tout le monde et que chacun individuellement puisse prendre son engagement et décider de faire ce qu'il doit faire. Donc, dans la troisième étape de comment opérer de nouveaux changements dans sa vie, il est question beaucoup plus de s'observer. De s'observer, de travailler sur les modèles qui nous limitent jusque-là, sur les comportements, les actions, les attitudes qui nous ont conduits à avoir les résultats que nous ne désirons plus. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses et attendre un résultat différent. Donc, il faut changer de modèle limitatif. C'est des actes, c'est des comportements, c'est des manières de penser, alors qui nous ont conduits à avoir les résultats que nous avons maintenant. Et il faut commencer à ressasser cette manière de penser, qui est très important. J'ai dit aux gens, vous criez sur des collaborateurs, vous criez sur votre épouse, vous criez sur votre époux, vous criez sur vos enfants de changer. Mais vous continuez de les faire regarder ce qu'ils ont regardé jusque-là, qui leur ont permis de se comporter comme ça. Non, il faut d'abord commencer à ressasser l'état d'esprit. Il faut commencer à leur mettre la pression pour qu'ils puissent voir, penser autre chose et commencer à agir autrement. D'accord. Merci beaucoup Marcel Effon, coach en leadership et développement personnel. Avec vous, on abordait la troisième étape de comment changer ou comment adopter de nouvelles attitudes. On va se retrouver la semaine prochaine. Plaise à Dieu pour parler de comment trouver de nouveaux modèles qui sera la quatrième étape vers le changement. Vers le changement. Merci. Le rendez-vous sera pris donc. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci aux téléspectateurs qui m'ont suivi.